Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de dirigeant, le podcast du MEDEF Puy-de-Dôme dédié à la santé des dirigeants. Quand le travail devient une drogue, quand chaque minute de pause est synonyme de culpabilité, quand la frontière entre engagement et obsession s'efface, sommes-nous encore passionnés ou déjà piégés dans l'addiction ? Dans cet épisode, nous mettons en lumière un phénomène méconnu, mais terriblement répandu, l'addiction au travail. Pour en parler, nous avons deux invités de choix. Georges Brousse, chef de pôle de prévention des addictions au CHU de Clermont-Ferrand, pour décrypter les mécanismes psychologiques et les impacts sur la santé. François Caussade, président d'ANS Biotech, qui partage son propre parcours et son combat pour reprendre le contrôle. Quels sont les signes d'alerte ? Pourquoi l'addiction au travail s'active-t-elle si insidieusement ? Comment en sortir avant que cela ne ruine sa santé, sa vie personnelle et même sa performance professionnelle ? Vous avez du mal à décrocher ? Vous sentez que votre travail prend toute la place ? Il est peut-être temps d'appuyer sur pause. Cet épisode pourrait bien vous ouvrir les yeux et vous aider à lever le pied. Bonjour François. Bonjour Georges. Je vais commencer par me présenter. Alors, Georges Brousse, je suis psychiatre addictologue et je suis le chef de service du service d'addictologie et pathologie duel du CHU de Clermont-Ferrand. Alors, pathologie duel, c'est les maladies associées aux addictions qui sont pathologies psychiatriques comme la dépression, le stress, les traumatismes ou troubles comme la schizophrénie. Donc, nous, addictologues, nous nous intéressons à la fois aux addictions, évidemment, mais à ce qui peut leur être associé. Merci pour cette présentation. Donc, François Caussade, moi je suis le fondateur et le président de la société ANS Biotech, qui est une PME que j'ai fondée en 2006 à Clermont-Ferrand dans l'environnement hospitalo-universitaire clermontois, qui est bien connu et bien réputé pour ses activités, notamment sur la recherche sur la douleur. En quelques mots et pour être très concis, ANS Biotech, c'est donc une société qui a vocation à être hyper spécialisée dans la seule thématique de la douleur et proposer des modèles d'études, notamment des modèles animaux, qui sont cliniquement pertinents pour évaluer les effets de candidats médicaments à visée antalgique. Donc nous travaillons pour le compte de donneurs d'ordre qui sont des sociétés pharmaceutiques, des entreprises de biotechnologie, même parfois des laboratoires universitaires qui se dirigent vers nous pour obtenir des conseils et surtout réaliser des expérimentations précliniques pour évaluer le potentiel antalgique des produits qu'ils nous soumettent. Voilà donc en quelques mots l'activité d'ANS Biotech. Ça fait beaucoup de choses. Alors, on sait que les chercheurs sont des gens passionnés, les chefs d'entreprise sont des gens passionnés. Alors, les deux cumulés, ça fait une passion importante pour le travail. Et c'est le sujet d'ailleurs dont on va parler, puisque nous allons parler de l'addiction au travail. Parfois d'ailleurs on confond la passion au travail et l'addiction au travail, quoique les frontières sont parfois pas si évidentes que ça. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de définition pour l'addiction au travail. Il existe un mot barbare qui a été inventé, créé dans les années 70 par un praticien qui s'appelait Oates. Oates a parlé du workaholisme. C'est difficile à dire, mais en bref, c'est l'addiction au travail qui se caractérise par un temps excessif passé au travail. Mais un temps excessif passé au travail avec une volonté toujours plus de travailler et également, comme dans toutes les addictions, une perte de contrôle du temps passé au travail. Et ce qui est un élément caractéristique, c'est la difficulté qu'a la personne de se passer de son travail et de se dire finalement qu'elle pourrait faire autre chose avec des conséquences sur sa santé physique propre, puis des risques dans la relation, parce que on sait bien l'impact familial que peut avoir un investissement professionnel trop intense. Et enfin, un risque pour le travail lui-même, parce que, pour paraphraser une phrase célèbre, trop de travail tue le travail. Vous avez absolument raison de souligner le fait que la frontière entre passion et addiction est assez ténue. Et c'est ma propre expérience. Bon, même si aujourd'hui je reste passionné par cette thématique douleur qui m'a finalement accompagné depuis maintenant plus de 20 ans, cette passion de comprendre les mécanismes intimes de la douleur, de découvrir des nouveaux produits. J'ai été des deux côtés de la barrière, à la fois chercheur de nouveaux composés à visée antalgique et puis depuis maintenant quelques années plutôt au service de la recherche pharmaceutique pour tenter de mettre en évidence les effets antalgiques de nos clients. C'est une vraie passion, c'est un vrai sujet, il y a une dimension humaine
pour ne pas dire humaniste presque, à vouloir trouver des candidats médicaments qui vont traiter la douleur, qui vont améliorer la qualité de vie des patients. Et c'est vrai que de ce qui était pour moi une passion, je me suis rendu compte que finalement j'avais petit à petit basculé dans une forme d'addiction. Et que cette passion, à un moment donné, j'ai pris conscience que je ne la vivais plus de la même manière, plus nécessairement avec le même plaisir, plus avec le même enthousiasme, mais peut-être aussi avec cette volonté forcenée d'un chef d'entreprise de faire tourner son entreprise, de surtout qu'elle vive, de surtout qu'elle survive, et que face à toutes les difficultés qu'un chef d'entreprise peut rencontrer, eh bien, on est littéralement phagocyté, absorbé par ce travail quotidien, par moments submergé par les soucis, et Dieu sait s'ils peuvent être nombreux. Et finalement, ce qui était au départ une passion, parce que c'était la thématique de base de l'entreprise, en l'occurrence pour ce qui me concerne la recherche sur la douleur, on se sent totalement pris par tout ce quotidien qui devient pesant, voire parfois extrêmement pesant. On veut tout contrôler, et c'est vrai que dans les lectures que j'ai pu faire, j'ai bien perçu cette addiction qui se caractérise entre autres, mais je pense que vous nous en parlerez mieux que moi, par cette volonté de tout contrôler, de tout gérer, de tout piloter, d'avoir la maîtrise de tout. Et c'est là que, effectivement, je pense que j'ai commencé à basculer dans cette forme d'addiction. Alors, il y a plusieurs aspects que vous avez soulevés. On reviendra, je pense, point par point sur ces différents aspects. Il faut commencer peut-être par dire ce que vous l'avez relevé dans la littérature scientifique. Ce qu'on retrouve, c'est les études sur l'addiction au travail. Selon les études faites partout dans le monde, on note qu'à peu près 15% des personnes qui travaillent présenteraient ces manifestations d'addiction au travail, une personne sur 7. Enfin bon, finalement, c'est un phénomène qui est très répandu, si l'on peut dire. Et puis, ce qu'on constate également, et vous en faites le témoignage, c'est que plus l'investissement professionnel est fort, plus la charge de travail est importante, plus le risque est élevé. Chez les travailleurs plutôt, on va dire, peu impliqués, le risque est faible. Travailleurs passifs, le risque est modéré. Des travailleurs très engagés, le risque va augmenter jusqu'à 33% des personnes impliquées dans leur travail. Donc évidemment, les personnes très investies, les chefs d'entreprise, les personnes très passionnées, les chercheurs, les personnes qui ont à cœur évidemment de s'investir dans leur travail sont particulièrement exposés à ce phénomène d'addiction au travail. L'addiction, c'est un phénomène de perte de contrôle, c'est l'incapacité qu'on a à contrôler son comportement. On perd progressivement le contrôle. Au début, on réalise le comportement pour deux raisons au fond, comme beaucoup de comportements humains, soit pour se donner du plaisir, soit pour soulager un déplaisir. Dans le cadre de la douleur, on peut développer des addictions, parce que pour soulager la douleur, qui est un déplaisir intense, évidemment, on peut avoir recours à des substances qui vont soulager la douleur et induire des addictions. Dans le cas du travail, si on revient précisément à cela, on peut dire que le travail fait plaisir. Donc on peut avoir le risque, par le plaisir du travail, à y consacrer tout son temps. Sur la douleur, on ne voit pas forcément comment le travail peut soulager la douleur, mais vous l'avez un peu évoqué, finalement, c'est le stress, c'est la pression professionnelle, c'est le fait de se dire mais si mon entreprise ne fonctionne pas, il y a des personnes avec lesquelles je travaille, il y a un engagement, donc cette crainte, cette inquiétude, ce stress peut être finalement pris comme une douleur contre laquelle on veut lutter, en s'investissant le plus possible. Donc, on a dans cette question les ingrédients de l'addiction qui peut se mettre en place, notamment dans l'addiction au travail, du fait de ces éléments que je viens d'évoquer. On va également noter que nos amis québécois, qui ont toujours un peu la subtilité du langage, peut-être plus que nous l'avons nous-mêmes, francophones, qui ne parlent pas de workaholisme, mais plutôt d'ergomanie. Et ils essaient de distinguer entre le fait d'avoir une hyperactivité au travail, une passion du travail et un investissement délétère au travail. Peut-être d'ailleurs, y a-t-il, peut-être pourriez-vous l'évoquer, progressivement on glisse vers cette perte de contrôle et progressivement on glisse vers cette addiction et on passe de l'hyperactivité au travail, de la passion à l'hyperinvestissement, à l'addiction au travail avec les conséquences que je viens d'évoquer.
C'est exactement ce que j'ai voulu exprimer il y a quelques instants. C'est vraiment cette passion, mais qui à l'instant où je vous parle demeure, mais qui au départ n'était que passion et qui est devenue addiction. Et force est d'admettre, si on est tout à fait honnête, c'est que la passion a progressivement diminué au profit d'une addiction qui s'est accrue. J'ai essayé moi-même de faire une analyse aussi honnête et aussi objective que possible de cet état de fait. Ça m'a amené à remonter même dans mon éducation, dans ma propre jeunesse, si je puis dire, ce que j'ai pu vivre dans mon environnement familial. J'ai vécu dans un environnement médical, j'ai vécu dans un environnement où mon père était lui-même un bourreau de travail, un accro de travail, et finalement, à la maison, pratiquement toutes les discussions portaient autour du travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de loisirs et de détente, mais le travail, c'était absolument primordial, absolument essentiel, avec des formules toutes faites, je ne juge qu'au résultat et ce genre de choses, qu'il avait lui-même acquis de son père, qui était professeur de médecine, comme vous l'êtes d'ailleurs. Et il n'y a bien évidemment aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça a quelque part déteint sur ma propre éducation, et que je me suis enraciné dans cette idée qu'il fallait énormément s'investir, et que du jour où je crée mon entreprise, je n'avais pas d'autre choix que réussir. Et je voulais réussir. Et que la simple perspective de l'échec m'était absolument insupportable. Et aujourd'hui, ANS Biotech, comme d'autres entreprises, traverse des périodes un peu difficiles. C'est inconcevable pour moi, vous voyez, d'imaginer qu'on va vivre l'échec. Donc, on redouble d'efforts, on redouble d'implication, mais c'est pas de la passion, c'est vraiment parce que, voilà, en vous le disant, je serre les poings, on a envie de réussir et on n'a pas envie de connaître l'échec. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été finalement un fil conducteur tout au long de ma vie professionnelle et en particulier depuis que je suis devenu chef d'entreprise, et que ça m'a fait incontestablement, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, basculer dans cette addiction au travail. C'est de dire il n'est pas possible de faire ça par-dessus la jambe. Donc il faut y consacrer énormément de temps. J'essaye aujourd'hui de prendre sur moi. C'est peut-être une forme d'autothérapie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est de dire non, maintenant il faut absolument que tu arrêtes. Il faut absolument essayer de se raisonner, d'essayer de lever un peu le pied. Mais travailler le week-end, il ne pouvait pas en être autrement. Il ne pouvait pas en être autrement. Et quand je me retrouvais certains week-ends à ne pas travailler, j'étais mal, mais vraiment mal. Et à me dire, et là pour le coup, il y avait vraiment un sentiment de culpabilité à dire, mais qu'est-ce que tu fais en train de vaquer à d'autres occupations que ton travail? Et dès que j'allumais mon ordi et dès que je commençais à regarder un dossier, c'était presque, vous voyez, une forme de « ça va mieux, ça y est, ça va mieux ». Et voilà, donc c'est mon expérience que j'ai retrouvée finalement dans un certain nombre d'articles que j'ai pu lire à propos de l'ergomanie ou du workaholisme. Toutes les conséquences qui en résultent, une forme de rupture du lien social, on prend une forme de distance avec ses amis. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être pas la priorité, on a peut-être mieux à faire. Les liens familiaux, est-ce que c'est vraiment l'urgence du moment ? Donc bien évidemment aussi à un moment donné sa conjointe est délaissée. Donc j'ai vécu des périodes, alors par chance j'ai une épouse qui est très compréhensive, mais je sais que des moments pénibles ont été vécus par elle, parce que justement elle n'était pas dans mes priorités. L'avenir et la pérennité de l'entreprise en dépendait. Et bien évidemment, le corollaire de tout ça, c'est des troubles, j'allais dire médicaux au sens très large du terme, du stress, une anxiété qui s'installe, qui se chronicise,
bien évidemment troubles du sommeil, et évidemment à partir de là, les comportements addictifs se mettent en place. Alors tabac, non, moi je fume pas, ça m'a jamais intéressé. Alcool, pareil, ça m'intéresse pas du tout. Alors le plaisir du bon vin, oui, mais alcoolisme, absolument pas. Les jeux, sombrer dans l'addiction aux jeux, pas du tout. Mais par contre, les médicaments, et notamment commencer à consommer des benzos, consommer des produits qui vont vous aider à dormir, parce que la nuit on se réveille et puis on réfléchit et on se dit bon alors demain il faut surtout pas que j'oublie, il faut que je pense à dire à tel collaborateur telle chose, et puis il faut que surtout je réponde à tel mail, et puis etc. Enfin je pense des comportements que vous rencontrez dans votre pratique de clinicien. Merci beaucoup. Vous expliquez de façon très claire le cercle vicieux qui s'installe. Vous avez expliqué que le shoot du travail en ouvrant l'ordinateur comme un shoot de substance pouvait vous soulager, et on voit bien comment cet apport que ça avait, progressivement, comment cela ne suffisait plus, et comment évidemment, et c'est le mécanisme de l'addiction, c'est-à-dire que le produit lui-même ne suffit plus, et il faut en rajouter, mais quand même malgré tout, le stress s'installe de plus en plus, avec la dépression et avec des manifestations physiques et psychologiques qui sont de plus en plus péjoratives. On pourra peut-être y revenir. Et souvent dans les addictions, il y a d'autres addictions qui s'installent parce que la réponse d'un produit, en l'occurrence ici le travail, n'est pas suffisante. Donc il faut passer à un autre produit supplémentaire. Mais ça peut être évidemment, comme vous l'avez évoqué, l'alcool, le tabac ou les médicaments qui vont soulager cette charge de stress supplémentaire. Et on voit bien que, évidemment, même là, ça ne marche pas. Et ça me rappelle en fait un modèle de risque que l'on essaie de construire sur l'installation de l'addiction. On dit classiquement, alors la phrase assez connue, c'est l'addiction, c'est la rencontre entre un individu et un produit dans un environnement donné. Il est clair que pour le travail, on va un peu modifier le modèle, mais pas trop finalement. On peut dire c'est la rencontre entre un individu dans un environnement donné avec une production, pas un produit. Et donc le risque travail, c'est le risque de la production, et que faire face à cette production, est-ce qu'elle devient ? Si vous me permettez un petit peu cette analogie avec ces facteurs de risque. L'individu, vous l'avez très bien noté, il est à la fois héritier d'une culture, et tous on est héritier d'une culture familiale, notamment vis-à-vis du travail et de ce que l'on a appris avec des modèles familiaux qui sont très forts et qui nous engagent. Également, l'individu, eh bien, il a sa sensibilité, et on sent à travers vous une très forte sensibilité dans votre investissement, de ne pas faillir, cette sensibilité de faire juste, de servir l'autre. Et donc c'est aussi un aspect, peut-être à la fois une force, évidemment, parce que c'est beau d'être comme ça, mais une vulnérabilité, parce qu'on ne voit pas où ça s'arrête. Si on veut servir l'autre, à un moment donné, si on est dans le fait qu'il faut absolument que l'entreprise marche, il faut absolument ne pas faillir, comme vous l'avez dit, eh bien, on s'expose et on est extrêmement vulnérable. L'environnement, eh bien, c'est un environnement qu'il est ce qu'il est, un environnement parfois de crise, un environnement économique complexe, un environnement de compétition, un environnement évidemment où il faut être présent, parce que si on n'est pas présent, on se dit c'est l'autre qui sera présent, si je ne trouve pas, eh bien un autre prendra ma place. Et là ça m'évoque en termes de travail un modèle qui est assez couramment répandu, mais qui nous permet de comprendre aussi le risque de stress lié au travail, qu'on appelle classiquement le modèle de Karasek, que vous avez peut-être trouvé dans vos recherches. Le modèle de Karasek, c'est un chercheur en psychophysiologie des années 80, Karasek, qui a mis en évidence un modèle essayant de trouver les clés de la compréhension du stress au travail. Et ce modèle dit, le stress au travail est d'autant plus fort que l'individu a une pression professionnelle, donc il faut y arriver, et que sa labilité décisionnelle est faible. Plus vous avez une pression et que vous avez peu de labilité, de latitude décisionnelle, si vous n'arrivez pas à décider, eh bien, vous n'arrivez pas à faire votre stress. Si vous n'arrivez pas à trouver des solutions vis-à-vis de la charge de stress, ou si vous n'en offrez pas à vous-même, vous risquez de couler, parce que pris par ce stress, la seule solution que vous avez, c'est de encore continuer à travailler ou de prendre des substances pour lutter contre cette charge. Et là, c'est intéressant pour un chef d'entreprise ou pour un chercheur, parce que
au fond, s'ouvrent à vous peut-être plusieurs voies qui seraient, et vous voyez bien, qui seraient de dire, à un moment donné, la latitude décisionnelle du chef d'entreprise, c'est de dire, au fond, je suis mon propre chef, et si je décide, finalement, là, j'y vais pas. Là, j'ouvre pas mon ordinateur, puis comme c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Et on voit bien que c'est plus complexe que ça, bien évidemment, parce qu'il y a la culpabilité, il y a le fait de se dire, si je ne le fais pas, peut-être je ne vais pas répondre aux attentes et aux exigences. Donc, la difficulté pour le chef d'entreprise, c'est qu'il doit se créer les conditions de sa propre latitude décisionnelle. Alors, je voudrais revenir justement sur les conséquences. Vous avez dit les conséquences psychiques, vous avez bien montré le stress, vous avez bien montré la perte d'intérêt aussi et la perte de plaisir. Ce qui protège aussi de l'addiction, c'est la capacité qu'on a à garder un intérêt, un plaisir aux choses, et avoir une gratification. Alors, j'ai deux questions. D'une part, c'est est-ce que vous avez à un moment donné perdu le sentiment de gratification au fond de votre travail? Vous vous êtes dit, je suis plus gratifié, j'arrive plus à trouver la gratification dans mon travail. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà des conséquences, vous avez évoqué les conséquences du risque addictif, des addictions associées, les médicaments, le stress associé. Du point de vue physique, est-ce que vous avez ressenti des conséquences physiques? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, il faut que je fasse un bilan cardio auprès de mon médecin, je sens de la fatigue, je dors plus, je perds du poids ou j'en prends, ces éléments-là qui sont évidemment l'intégrité physique du corps qui est importante, pardon. Alors absolument, je réponds tout de suite à la seconde question. Incontestablement, j'ai senti, j'ai perçu, j'ai vécu des perturbations physiques, à ressentir une anxiété qui s'était durablement installée, qui était parfois à bas bruit, parfois qui s'exacerbe, mais qui est toujours là finalement, et qui depuis maintenant des mois ne m'a plus jamais quitté. Elle est toujours là. La dimension nocturne ne fait qu'amplifier le phénomène. Elle rajoute à l'anxiété. Donc incontestablement, ça m'a conduit de ce fait-là à consulter, à voir des médecins, à faire des bilans cardio, parce que j'avais même des signes cardiovasculaires et notamment cardiaques, avec des douleurs précordiales, donc à me dire est-ce que tu es en train de commencer à faire un infarct ou quoi que ce soit d'autre? Et puis bien évidemment les bilans ont montré que non, RAS, tout va très bien. Des manifestations digestives évidemment, avec tout ce qui est reflux gastro-œsophagien et tout ce cortège de troubles digestifs. On en arrive même, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous semble potentiellement à rapprocher de ces phénomènes d'addiction, mais à se demander même si parfois on ne bascule pas un peu vers des situations d'hypocondriaque, où on se dit mais je suis en train de m'examiner partout et je suis en train d'essayer de vouloir me trouver que ça y est, je démarre quelque chose, alors que non, il n'y a strictement rien. Mais pour répondre à votre question, oui, incontestablement des manifestations physiques et qui m'ont conduit à consulter et vérifier que tout allait bien. Pour revenir à votre première question, oui, bien sûr, il m'est arrivé de sentir, alors sans vouloir faire du narcissisme, c'est absolument pas de ça dont il s'agit, mais avoir ressenti qu'il n'y avait plus cette gratification. Étais-je même reconnu pour ce que je faisais, j'allais dire par mes pairs ou par mes clients, et donc d'avoir eu ce sentiment, et pas qu'une fois, de cette diminution, voire de cette disparition de la gratification que je pouvais récupérer du travail que j'avais accompli. Oui, c'est décrit dans un certain nombre de définitions de l'addiction au travail. C'est l'impossibilité de contrôler son temps au travail, le besoin de travailler, les manifestations physiques associées, la perte du sommeil, les conséquences que vous avez décrites. Et puis également la perte du plaisir, la perte de la gratification, la perte du sens, et qui fait qu'on s'investit encore plus, mais au fond, ça tourne à vide, si je puis dire. Et c'est bien le risque, parce qu'on s'épuise totalement. Et d'ailleurs, une autre question sur les conséquences sur le travail, parce qu'on dit souvent, dans cette addiction au travail, finalement, l'acharnement au travail est tel, à un moment donné, qu'il en devient improductif, et qu'il disperse les tâches, et qu'il, finalement, il rate son but. Et je voudrais parfaitement illustrer ce que vous êtes en train de dire. Quand vous avez dit, là, il y a quelques instants, tourner à vide.
c'est des situations que j'ai vécues à plusieurs reprises, trop souvent à mon goût, c'est-à-dire de me dire « Non, je ne vais pas m'arrêter, il est 18h, je ne vais pas m'arrêter à 18h. » Et de vouloir absolument, souvent je me suis pris cette image de vouloir être comme un moteur, vous savez, vous accélérez, et puis vous sentez que ça patine, le moteur tourne, et les roues patinent, et en fait, vous n'arrivez pas à avancer. Et d'essayer, de réessayer, et puis à un moment donné, dire « je n'y arriverai pas ». Et là, entre guillemets, capituler. Il y a aussi 2 éléments qui me caractérisent. On m'a toujours défini, et je reconnais que c'est la vérité, je suis perfectionniste, et j'ai une tendance innée à vouloir tout contrôler. Et je crois que ça m'a énormément porté préjudice, parce que j'ai toujours eu ce goût du perfectionnisme, du travail hyper bien fait. Et dans ce que j'ai pu lire effectivement sur le workaholisme ou sur l'ergomanie, j'ai constaté qu'effectivement c'était des éléments qui ressortaient. Perfectionnisme et ce surcontrôle, ce vouloir tout maîtriser, tout contrôler, pouvoir absolument tout gérer et avoir le contrôle de toute chose. Et quand on y réfléchit là aussi honnêtement et lucidement, c'est tout simplement impossible. Oui, c'est vrai. On reviendra aux philosophes peut-être pour conclure, mais vous avez raison, on doit évoquer les facteurs de risque. J'ai parlé des facteurs de risque individuels qui sont liés à notre éducation, à notre personnalité, également à notre psychologie, la façon dont nous fonctionnons. Et des études montrent que certaines personnalités sont plus exposées au risque d'addiction au travail, et certaines personnalités, c'est-à-dire des individus avec des traits particuliers psychologiques qui vont les caractériser. Parmi ces traits, vous avez raison, le perfectionnisme, le fait de vouloir toujours mieux faire, parce que évidemment c'est un risque de ne jamais s'arrêter, une espèce de forme d'obsessionnalité en fait au travail, sont des facteurs de risque importants pour cette addiction au travail. Également, vous l'avez évoqué, la culpabilité, c'est-à-dire de se dire si je ne fais pas, ça ne va pas bien, ça ne va pas être bien. Et donc c'est un élément important de risque, parce qu'on n'arrête jamais et on n'arrive pas à mettre à distance. Donc c'est ça, évidemment, une fois qu'on a repéré les facteurs de risque qui nous ont amenés à cette addiction au travail, il faut travailler dessus. Et là, ça va supposer 2 choses. La première, c'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire travailler sur ses propres traits de personnalité et essayer de les atténuer ou essayer de faire en sorte qu'ils ne soient plus à l'origine de notre souffrance, mais qu'ils soient juste à l'origine de notre bien-être, ou en tout cas pas à l'origine de notre souffrance. Et puis le deuxième point, c'est que l'addiction installée va nécessiter aussi de se détacher du phénomène addictif. Et il faut à la fois travailler sur la personnalité, mais il faut à la fois arriver à se dire « Non, mais là, il faut que j'arrête, il faut que je fasse autrement, il faut que je décide de faire autrement. » C'est qu'il faut que je mette à distance ce comportement qui s'est automatisé finalement. L'addiction, la perte de contrôle s'automatise. Et souvent, on oublie, c'est vrai dans toutes les addictions, on imagine, et c'est vrai, que les personnes souffrant d'addiction doivent travailler sur les causes de l'addiction, et ce pourquoi ils sont devenus addicts à une substance, par exemple, mais ils doivent travailler aussi sur l'addiction elle-même quand elle est constituée. Parce qu'une fois qu'elle est constituée, elle tourne en rond, elle est automatisée, et on doit évidemment la traiter elle-même, tout en traitant ce qui a pu l'induire. Donc vous avez travaillé sur votre perfectionnisme ? Absolument, et parce que aussi, la roue tourne pour tout le monde, on vieillit, on devient peut-être plus sage, ou on prend peut-être plus de recul par rapport à certaines situations. J'ai commencé à le faire déjà dans mon environnement professionnel à proprement parler. Le moment était venu pour moi aussi de réfléchir à la transmission de mon entreprise et à l'organisation finalement de ma succession. Parce que je pense qu'aussi en vieillissant, on n'est peut-être pas nécessairement le plus performant, le plus à même de gérer les problématiques qu'on gérait quelques années en arrière. Et tout ça m'a conduit à me dire, il est temps maintenant de chercher à réorganiser l'entreprise, sa direction et sa gouvernance. Donc, en l'occurrence, ma décision a été de nommer un directeur général qui m'a rejoint et qui aujourd'hui
gère tout l'opérationnel quotidien de l'entreprise et toutes les problématiques de gestion d'une entreprise. Même si je reste aux manettes, mais en me permettant de prendre ce recul. Mais avec aussi une forme d'ambivalence qui se met en place. En se disant, je cède, je passe la main, je transmets un certain nombre d'actes quotidiens de la gestion de mon entreprise. Ça me fait un bien énorme. Et en même temps, l'ambivalence est là. Je voudrais pouvoir tout continuer à gérer, mais est-ce qu'il va bien faire ? Et vous avez à ce moment-là cette dualité de comportement presque perverse. Et là, il a fallu très très vite que je travaille sur moi pour dire non, tu as pris une décision. Tu as fait le choix de confier la direction de ton entreprise dans sa gestion opérationnelle quotidienne à quelqu'un qui a ta confiance. Il faut accepter, mais en même temps, il y a une forme de deuil qui est en train de se mettre en place parce que je suis conscient que je suis en train de transmettre, de passer la main, quand bien même je l'ai voulu. Et puis, deuxième partie de ma réponse, c'est vraiment aussi me dire, maintenant, il faut absolument que ce qui a été délaissé, à commencer par ma famille, par mon épouse, par mes enfants, il va falloir que j'essaie de rééquilibrer les choses maintenant. Il va falloir que j'essaie de trouver du temps à leur consacrer. Il va falloir que j'essaie de me dégager un peu plus de temps pour moi-même en faisant des activités, y compris pendant la semaine. Et je vous garantis, c'est pas si simple que ça. Le dire, c'est une chose, le faire en est une autre. J'ai lu un livre qui dit tout là-dessus. L'intitulé du livre, c'est « Foutez-vous la paix ». C'est très éclairant parce que vous venez de présenter finalement comment on sort d'une addiction. Au fond, ça commence par un constat que il faut que le schéma comportemental qui est présent change. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête parce qu'on voit bien qu'on va dans le mur et le cerveau, l'esprit tient plus, le corps tient plus. Vous avez dit, est-ce que je devenais hypocondriaque ? Non, c'est que votre corps vous donnait des signaux que de partout, vous étiez en train de craquer, si je puis dire, au sens littéral du terme, de partout, parce que ça n'allait plus, et donc vous aviez des signaux. Et vous avez entendu ces signaux. Et lorsque vous avez entendu ces signaux, alors vous avez fait cette démarche de « foutez-vous la paix ». Le médecin que je suis dirait « vous avez fait la démarche de prendre enfin soin de vous ». Prendre soin de soi, c'est ça, c'est évidemment se dire comment je vais faire quelle stratégie je vais mettre en place. Et vous avez décliné des stratégies qui ont fonctionné progressivement. Comme vous l'avez dit, ça prend du temps. Une addiction, pour en sortir, ça prend du temps. Pour arrêter de fumer, il faut arrêter 5 fois. Alors il y a des gens, certes, qui arrêtent en 1 fois, mais en moyenne, ce sont des mécanismes qui ont mis du temps à se construire, et ce sont des mécanismes qui mettent du temps à se déconstruire. Donc il faut du temps. Et ce qui apparaît souvent dans cette démarche, c'est cette démarche de deuil, comme vous l'avez dit, on fait le deuil de ce qu'on était. Pourquoi on fait le deuil ? Parce que faire le deuil, ça veut dire qu'il y a en quelque part un regret de ce dans quoi on était. Mais il y a un regret parce que c'était notre fonctionnement et qu'on lâche difficilement ce qu'on connaît bien et ce que l'on fait, même si on le fait mal. C'est l'homéostasie de chacun, c'est-à-dire qu'on préfère garder ce qu'on fait mal que d'aller dans l'inconnu pour faire quelque chose qui peut-être serait mieux pour nous, mais qu'on ne sait pas faire. Est né ce mécanisme psychique très connu, auquel vous avez fait allusion, que vous avez décrit, qui est l'ambivalence. Je veux bien, c'est bien pour moi, mais au fond, il y a des moments, je me dis que ce n'est pas si bien que ça. Et donc, c'est cette balance décisionnelle, le pour, le contre. C'est bien de faire autrement, mais en même temps, il y a des avantages et des inconvénients. Vous avez fini par trancher en vous disant il y a des avantages ou des inconvénients aux deux, mais je mesure bien que globalement, il y a pour moi un avantage à faire le choix que je fais, même si je dois progressivement accepter de ne plus avoir certaines choses et que ça va contre ma personnalité et que je dois travailler ça, ce que l'on évoquait tout à l'heure. Finalement, pour sortir de l'addiction, la solution la plus importante, c'est ce qu'on appelle, nous, le management des contingences. C'est une transformation française d'un anglicisme, mais c'est se proposer quelque chose qui nous amènera des récompenses différentes.
On a parlé là de stratégies qui sont des stratégies intellectuelles, mais il peut y avoir aussi des stratégies très comportementales, faire du sport, faire de la marche, lire c'est un peu entre les deux, faire de la cuisine, faire agir du point de vue du comportement. Puis il y a d'autres stratégies comportementales qui sont, comme vous l'avez évoqué, s'interdire d'aller au travail le samedi ou le dimanche, fermer l'ordinateur, ne pas ouvrir ses mails. Je rappelle qu'il y a 40% des personnes actifs dans le monde du travail qui lisent leurs mails en dehors du temps de travail. Alors on sait tous que c'est pas si simple que ça, on sait tous que quand on a une charge de travail importante, on doit parfois lire les mails. Moi, ça m'arrive évidemment fréquemment de lire mes mails, mais la vraie question c'est à un moment donné on peut décider de dire de toute façon j'en ai 300, 200, puis de toute façon ils arriveront tous. C'est 6 effets 1 Internet. Il y a toujours quelque chose qui arrive une fois qu'on l'a chassé. Donc de ce point de vue-là, à un moment donné il faut décider que non, pour se préserver, on fait autrement. Et ça c'est une vraie stratégie comportementale qui est faire un choix de savoir dire non aussi, c'est ce qu'on apprend. Après, je vais être honnête aussi, vous l'avez d'ailleurs fort bien mentionné, on veut travailler sur soi, on s'oblige à faire des choses, mais comme je le dis, chasser le naturel, il revient au galop. Pas plus tard que hier soir, sur les coups de 22h30, j'ai été à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts, et j'ai réussi à ne pas le faire, mais j'ai été à 2 doigts de faire un mail pour immédiatement transmettre l'info, etc. Donc, c'est là où on se rend compte que... la guérison, si j'ose dire, elle n'est pas là encore. Il faut aussi, évidemment, bien repérer les facteurs de risque de cette addiction au travail, bien repérer le fait que cet épuisement professionnel, cette incapacité à sortir du travail, toujours avoir besoin de travailler plus, ne pas contrôler son temps au travail avec... finalement, à un moment donné, la perte de sens, la perte d'efficience, on travaille de plus en plus et on est de moins en moins productif, une désorganisation de la tâche, au fond on n'y arrive plus et on continue encore plus, d'autant plus qu'on n'y arrive plus. Dans le monde du soin, on a décrit le burn-out qui est une conséquence de l'addiction au travail, c'est-à-dire tellement on continue qu'on s'épuise et si on n'y fait pas attention, si on n'est pas vigilant. Parfois, l'entourage aussi est très important pour rappeler et mettre en garde. Si on n'est pas vigilant à tout cela, évidemment, on s'épuise et on présente des burn-out qui sont des formes de dépression, d'épuisement, qui sont évidemment très longues à traiter et qu'il faut bien identifier. Donc, tous ces éléments-là sont bien à repérer et pas rajouter de l'addiction à l'addiction. Parce que parfois, vous l'avez dit, quand on n'y arrive plus, après, certains rajoutent la cigarette, d'autres rajoutent l'alcool, d'autres rajoutent des médicaments. Donc vous avez au fond fait le chemin intérieur et extérieur qui vous a permis de traverser cette épreuve. Et votre témoignage est en effet, je trouve, assez exemplaire de ce cheminement et de cette prise de conscience et finalement de la mise en place de stratégies pour sortir progressivement de ce phénomène d'addiction au travail. Merci beaucoup pour votre témoignage, c'était très touchant. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cet épisode de Paroles de dirigeants. Cet échange nous a permis de mieux comprendre la frontière entre passion et addiction au travail et surtout les mécanismes qui nous enferment dans cette spirale infernale. Au fil de cet échange, avec Georges et François, nous avons retenu des conseils essentiels afin de ne pas franchir la ligne ténue entre passion et addiction. Le premier, écouter son corps et ses signes d'alerte. Fatigue persistante, troubles du sommeil, anxiété, autant d'indices qui montrent qu'il est peut-être temps de ralentir. 2. Reprendre le contrôle. Sortir de l'automatisme en s'imposant des limites claires, comme fermer son ordinateur à une certaine heure, éviter de lire ses mails en dehors des horaires de travail et s'autoriser de vraies coupures. 3. Retrouver du plaisir en dehors du travail. Sport, lecture, moments en famille ou entre amis. Se reconnecter à d'autres sources de satisfaction est essentiel pour rééquilibrer sa vie. 4. Apprendre à déléguer. Vouloir tout maîtriser est un piège. Accepter de lâcher prise et faire confiance à ses équipes permet non seulement de souffler, mais aussi de gagner en efficacité. Et enfin, ne pas hésiter à se faire accompagner.
Un regard extérieur, qu'il soit médical ou professionnel, peut aider à identifier les causes profondes et à mettre en place des stratégies adaptées. Et vous, savez-vous réellement vous arrêter ? Prenez un moment pour réfléchir et si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, s'enferme un peu trop dans son travail. Un grand merci à Georges et François pour leur participation, ainsi qu'aux membres de la commission santé du dirigeant pour la co-construction de cette première saison. Et sans oublier nos partenaires, Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale, sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous parlerons d'autres sujets essentiels à la santé des dirigeants. Retrouvez-nous sur Instagram @medef-63 ou sur LinkedIn Medef Puy-de-Dôme. Rejoignez notre communauté de chefs et dirigeants pour échanger, partager et avancer ensemble. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles de dirigeants.